Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Marqueur, votre podcast 100% PME et marketing durable. Pourquoi ? Parce que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé de votre PME. Je m'appelle Diane Cantan et je vous propose de vous évader dans cet épisode avec un invité où nous évoquerons sa vision du marketing durable et sa vision de l'avenir des entreprises liées aux enjeux RSE. Bonjour Catherine. Bonjour Diane. Quel plaisir d'enregistrer cet épisode ensemble et aussi quel honneur. Je suis ravie en tout cas de partager ton expérience avec nos auditeurs du podcast Marqueur, puisque tu es entrepreneuse dans l'âme, spécialiste du digital et j'aimerais savoir ce que tu penses du marketing durable. Alors, je vais te présenter. Vas-y. Et puis, tu compléteras si il faut, si tu veux. Ça marche. Tu t'appelles Catherine Barba, donc plutôt entrepreneuse. Tu te surnommes la mamie du web, puisque tu as créé et dirigé un certain nombre d'entreprises, de start-up au démarrage du digital et du e-commerce. Et puis, après la vente de certaines entreprises, eh bien, tu es devenue business angel. Tu as investi dans un certain nombre de boîtes. Des structures innovantes et notamment dans l'univers du retail. Tu mets en avant l'expérience client. Tu as reçu de nombreuses distinctions, récompenses, comme faisant partie des femmes les plus inspirantes de l'écosystème digital. Et là, tu viens de lancer en septembre 2022 Envie School, la formation à destination des indépendants qui soit hésitent à se lancer, qui veulent savoir si leur projet tient la route, qui ont besoin d'être guidés, et puis soit comme moi, des indépendants qui se sont lancés il y a un peu plus de temps et qui veulent challenger leur offre. Est-ce que tu veux présenter davantage ? T'as dit plein de choses déjà. Non, c'est bien. C'est ma 4e entreprise, Envie, et je recommence toujours avec le même bonheur. Et tu sais, les entreprises, tu les crées pour répondre à un besoin. Et moi, le besoin que j'avais identifié au début, c'est qu'effectivement, tu l'as dit, il y a de plus en plus de personnes en France qui veulent se mettre à leur compte. Je pense que c'est l'avenir du travail, l'indépendance. Il y a un départ de création de valeur économique des grandes entreprises vers les plus petites. Et c'est ce que j'ai envie d'accompagner avec mes cofondatrices. C'est donner les armes, donner la compétence, l'entourage pour réussir durablement. La visée, c'est la rentabilité durable, tu le sais. Et durable à tous les sens du terme. Oui, alors on va en parler du durable. Est-ce que pour nos auditeurs, on raconte un peu comment on s'est rencontrés ? Tu es intervenu à un de nos congrès en 2015 pour notre réseau d'enseignes de pharmacie et notamment où ta conférence abordait, alors certes, toutes les évolutions qui sont liées au digital, mais aussi pour nous parler de l'expérience client, de l'importance de la relation client dans le retail. Et puis, on s'est retrouvés là, il y a quelques mois, puisque j'ai suivi ta formation Envie de janvier à mars 2023, deuxième promo des Audacieux, qui m'a apporté évidemment l'énergie, la motivation à fond, à toute épreuve, qui m'a donné envie de lancer ce podcast Marqueur. Et du coup, j'apprécie particulièrement de faire partie de cette communauté Envie. Et j'incite tous les indépendants qui ne sont pas encore dans la communauté Envie à aller rejoindre. Wouhou, donc un venez. grand merci. Mais merci à toi, c'est tellement sympa. De participer aujourd'hui et de faire partager ton expérience. Alors, première question qui est directe en lien avec Marqueur, le podcast, qui aborde le marketing durable, marqueur de la bonne santé des PME, puisque quand on fait du marketing avec le cœur, on embarque tout le monde de façon plus durable. Qu'est-ce que ça t'inspire ? C'est urgent et nécessaire ce que tu fais. Je pense que inciter les particuliers, les dirigeants d'entreprise, quelle que soit leur taille, à avoir, à aligner la tête, les tripes, le cœur dont tu parles, avoir en ligne de mire ta croissance, mais une croissance responsable, mais c'est pas une option aujourd'hui, hein. C'est une nécessité. Alors, par rapport à Envie School, que tu as créé avec 3 amies et cofondatrices, à quel point tu inspires ou tu incites les tout jeunes
indépendants ou les indépendants qui se sont un peu installés depuis quelque temps vers un projet plus responsable, soucieux de l'environnement, en tout cas en lien avec tous les enjeux actuels. Bah, tu le sais parce que tu l'as vécu, mais je suis contente de le raconter. En fait, quand tu viens chez Envie, que tu sois déjà indépendant, installé, tu l'as dit, ou bien tu veux te mettre à ton compte, il faut que tu construises ou questionnes ton offre. Donc, évidemment, il faut que ça réponde à un besoin, à un besoin mal adressé ou peu adressé, parce que sinon, s'il n'y a pas de place, ça ne sert à rien. Donc, quel est le besoin? Donc, on travaille beaucoup là-dessus. On travaille beaucoup sur le côté, la singularité d'une offre. Évidemment, ça a toujours été vrai, de se distinguer, d'avoir des avantages concurrentiels. Mais comment j'arrive à formuler cette différence? Donc, jusque-là, finalement, c'est assez classique. Il y a un troisième pilier sur lequel on insiste tout autant, c'est est-ce que mon offre est responsable? Est-ce qu'elle est utile? Donc, est-ce qu'elle répond à un besoin? Est-ce qu'elle est unique? Est-ce qu'elle exprime vraiment ma singularité d'entrepreneur? Et est-ce qu'elle est responsable? Dans quelle mesure? Et il n'y a pas besoin pour cela d'être une bicorp ou d'être une société à mission. C'est aujourd'hui, je suis à mon compte, je crée mon emploi. Qu'est-ce que je fais ou que je ne fais pas dans les opérations du quotidien, dans le choix de mes partenaires, dans toute ma chaîne de valeur pour, à ma mesure, limiter mon impact carbone et maximiser mon impact sociétal. Alors, ce que tu dis est tout à fait vrai pour les indépendants, mais c'est une évidence même pour les autres entreprises, PME, avec les grands groupes aussi. Et les grands groupes, ça fait partie des basiques, ça c'est clair. Mais parfois, on a peut-être l'impression que c'est plutôt un sujet, c'est plus l'apanage des grands groupes, parce qu'on se dit qu'au vu de leur taille, voilà, alors qu'en réalité, les indépendances, c'est quand même des millions d'individus. Tu vois, mis bout à bout, c'est 3,5 millions aujourd'hui en France, bientôt 10 selon les prévisions. Si chacun pose un acte qui va dans ce sens, bien évidemment, ça changera, ça infléchira, je l'espère, le cours de l'histoire. Sur les années futures. Alors, si on parle un peu du passé, puisque tu as toujours été entrepreneuse, très attentive à cette expérience client, à quel moment tu as basculé sur cette conscience de marketing durable J'y suis arrivée assez tard, j'ai l'impression. Je suis pas très fière de l'avouer, mais c'est vrai. Quand j'ai commencé à travailler, c'était pas du tout dans mes préoccupations. J'ai l'impression qu'on pensait résolument croissance, marge, mais que cette dimension-là était totalement exclue. Mais j'étais pas une exception, me semble-t-il. À quel moment? Je crois que c'est mon mari, en fait, qui, peut-être il y a un peu moins d'une dizaine d'années, a commencé à écouter copieusement Janco, à écouter Aurélien Barraud, et donc on dormait dans le lit. Moi, je dormais avec Jean Covici dans mon lit, quoi, et écouter des podcasts avant de s'endormir. Et en fait, cette petite musique, tu vois, c'est long. Je réalise à quel point la conscience d'un problème met du temps, tu vois, à t'habiter tout entier, et ensuite que tu mets un temps fou à le traduire en acte. Donc, je dirais que ça fait peut-être 8-10 ans, oui. Un peu comme moi aussi, 2015 où j'ai démarré l'approche de la RSE. Et quand on parle de digital, on parle aussi de numérique responsable. Là, c'est pareil. Est-ce que tu aimerais donner des conseils aux dirigeants d'entreprises qui ont passé le cap de la transformation digitale et il faudrait passer le cap maintenant de la transformation vers une offre plus durable? Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises qui ont véritablement passé le cap, comme tu dis, notamment dans les PME. Si ce n'est pas le cas, vous qui nous écoutez, ne vous dites pas que vous êtes très en retard. En réalité, c'est un mouvement, c'est une itération permanente, en fait, parce que tout change tellement dans le numérique. Mais il me semble qu'aujourd'hui, si on doit re-questionner la façon dont on fait... on parlait du retail tout à l'heure, de l'omnicanalité ou la façon dont j'utilise les outils, il faut sans cesse aujourd'hui dans quelle mesure mes choix quel impact ont-ils sur l'environnement? Et moi, je pense que si j'avais une PME aujourd'hui, je demanderais un audit peut-être, tu vois, de l'ensemble de mes opérations, de mes pratiques, de mon organisation, de mes investissements, et pour avoir pas mon Nutri-Score, mais tu vois, un score qui me permettrait de m'améliorer. On n'améliore que ce que l'on mesure.
faut forcément un point de départ à un moment donné. Bien Ça peut sûr. être une étape de bilan carbone, ça peut être un autre audit dans cet esprit-là. Ok. Et alors, tu as passé aussi quelques années aux USA, à New York, entre 2015 et 2020. Est-ce qu'à l'époque, ou là-bas, avec les partenaires, les équipes, les entreprises que tu as rencontrées, est-ce qu'il y avait écho au marketing durable, à la communication responsable, au numérique responsable? Alors, j'étais assez étonnée de l'Amérique que j'ai découverte. Il y avait un gap entre, tu vois, l'image que j'en avais et ce que j'ai vécu au quotidien. C'est beaucoup moins innovant. J'espère qu'il n'y a pas trop d'Américains qui nous écoutent, mais c'est beaucoup moins innovant que ce que j'avais imaginé, tu vois, et que tous ces sujets, même de transformation des organisations, de mi-canal, je m'attendais à découvrir des choses extraordinaires et en réalité, je me suis rendu compte que c'était assez archaïque en fait, à bien des égards. Et que notamment, j'étais aussi choquée de voir dans les rues de New York, tu as les lumières allumées toute la journée, les poubelles qui s'entassent jusqu'au plafond. Ils sont absolument pas un modèle, tu vois, de transformation. J'étais assez étonnée. Donc j'ai en revanche, évidemment, j'ai exploré, tu sais, j'étais à la tête de la French Tech New York, donc ça m'a donné l'occasion de rencontrer plein de startups américaines, françaises. Et bien sûr que c'est, tout ce qui est tech for good depuis de nombreuses années, c'était déjà là. Donc j'ai rencontré des startups qui sont sur ce chemin-là, qui aident les entreprises à se transformer, et qui sont elles-mêmes entreprises à mission, B Corp, etc. Mais c'est pas du tout. L'Amérique n'est pas verte, quoi. Enfin, on le sait bien. On regarde les chiffres, c'est même effrayant. Oui, je pense que là-dessus, l'Europe est en avance et la France est aussi en avance. Non, mais tu vois, le bilan carbone moyen des Américains, je crois, on est à plus de 25 tonnes. Enfin, je sais plus. C'est épouvantable. On n'est pas beaucoup mieux. Je crois qu'on n'est pas loin de 10 tonnes en France. Ouais. Il faut qu'on arrive à 2 tonnes. En 2050. 2 tonnes. Enfin, je veux dire, moi, c'est vraiment, il faut faire violence. Donc voilà, l'Amérique, en fait, j'ai trouvé que un pays où j'ai appris énormément de choses. Je me suis mise en risque, je me suis dépassée, j'ai fait un marathon, donné des cours à Harvard, rencontré Serena Williams. Enfin, tu vois, à titre personnel, tu vis des choses extraordinaires qui te font grandir, qui te rappellent aussi combien tu es petit. Mais en revanche, sur tous ces sujets green, j'avoue... il n'y a pas des bonnes idées à reprendre de là-bas, pas spécifiquement. Il y en a toujours, il y en a partout, tu vois. Et tu vois, étonnamment, la société dont j'étais, qui m'a paru la plus avancée sur tous ces sujets-là, c'était, et qui est pas du tout américaine, c'est Nespresso. Tu vois, alors qu'on a plutôt tendance à penser que Nespresso, avec ses capsules pollueurs, pas du tout. Je veux dire, les dirigeants de Nespresso, ils ont vraiment cette proposition de valeur au cœur. Et donc, c'était une des rares entreprises qui m'a fait progresser sur le sujet. Tu vois, donc c'était étonnant, n'est-ce pas? Alors, du coup, si c'est pas à New York, peut-être que c'est des inspirations quand tu as participé à l'émission sur M6 Qui veut être mon associé. Il y a peut-être eu des projets à ce moment-là qui t'ont inspiré ou sur l'économie circulaire, la matière, les projets de seconde main, des projets sur lesquels tu t'es dit oui, je suis prête à investir pour l'avenir, pour les générations futures. En fait, c'était déjà donc le tournage de la saison à laquelle j'ai participé, c'était la saison 1. Le tournage était en 2019 et déjà résolument, cette dimension verte colorait beaucoup l'entrepreneuriat. Tu avais de plus en plus, je serais curieuse de regarder les stats de BPI de France, tu sais, avec la part des green startups ou des startups d'impact dans la famille start-up, mais donc il y en avait déjà beaucoup. Bien sûr, il y avait plein de projets qui étaient présentés, que ce soit les cartes de Lulu, la petite Lucie qui fait des cartes à planter, les gars qui faisaient, c'était très prémonitoire d'ailleurs, les masques pour respirer à vélo. Mais c'est un peu biaisé parce que quand tu vas sur cette émission-là, en fait, le choix ne se porte pas sur... Ça n'a pas vocation à refléter ce que sont les startups. Leur choix, me semble-t-il, se porte sur des entreprises qui sont très télévisuelles parce que c'est aussi une émission...
Ouais, mais c'est une émission de télé, donc il faut que visuellement les produits soient là. Donc c'est pas forcément des entreprises, mais il y en avait beaucoup. Et ce qui m'a moi surtout marqué, c'est depuis septembre 2022 avec Envie, donc pendant les 3 promos, la proportion de business individuels qui sont autour de la RSE, comme le tien. Je suis et c'est grande joie. En même temps, c'est la preuve qu'il y a une urgence, quoi, une nécessité absolue. Oui, si jamais les salariés quittent leur job dans des entreprises, qu'elles soient grandes, ETI ou PME, pour créer leur propre projet qui est en lien pour donner plus de sens, c'est aussi qu'il y a une quête de sens, qu'il y a voilà, une révolution Bien du sûr. travail aussi là-dessus. Après, il faut bien se garder de pensée schématique. C'est pas simplement dans l'entrepreneuriat que l'on trouve du sens. Hein, tu vois, tu sais, tu as été salarié longtemps. Ce n'est pas l'apanage des entrepreneurs que de trouver du sens, de l'autonomie dans son boulot. Je connais des salariés qui ont beaucoup de sens. Il y en a, oui, il y en a quelques-uns. Non, mais il y en a. Donc cette dichotomie-là n'est pas toujours juste. Mais c'est vrai qu'il y a cette aspiration à trouver de l'équilibre, du sens dans l'entrepreneuriat et notamment entrepreneuriat individuel. C'est plus facile d'arriver à l'équilibre quand tu as juste toi. Voilà, ton PNL, il est plus simple à gérer. Et c'est vrai que c'est plus facile quand on est un petit équipage et qu'on n'a pas d'héritage, de se dire, voilà, je crée une boîte, comment je vais définir des règles qui vont être favorables, quand même, qui vont générer du chiffre d'affaires, c'est bien, et de la marge, pour que je puisse me rémunérer, ça c'est quand même la base de tout, et comment cette préoccupation quand même d'impact est là, parce qu'on est en 2023. Et que dire, du coup, à des dirigeants de PME qui ont envie de donner peut-être plus de sens ou d'embarquer leurs collaborateurs donc sur ce volet social et ils n'y arrivent peut-être pas encore. Si on le fait en vue d'embarquer ses collaborateurs, c'est bien, mais l'important, c'est pourquoi tu veux le faire. Tu vois, qu'est-ce qui fait que c'est pas facile pour toutes les industries. C'est aujourd'hui, tu sais, tu l'as pas dit dans mon introduction, je suis administratrice du groupe Renault depuis 5 ans. J'ai effectivement pas tout cité. Mais oui, c'est ça. Oh, elle fait trop de choses, cette dame. Mais je vois bien à quel point, en fait, cette dimension RSE, petit à petit, est en train de colorer toutes les prises de décision, en fait. Et pas forcément aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait bientôt un colloque de Ouzbek Erika, c'est peut-on encore aimer la voiture? Et c'est vrai, c'est quand même là, on est au cœur d'une industrie qui se transforme avec un impératif qui est impérieux d'intégrer de la RSE dedans. Donc aujourd'hui, tu vois, un indicateur intéressant, c'est que donc moi, je connais plus, en fait, soit les très grosses boîtes, soit les toutes petites, les PME, je les connais moins encore. Mais je vois bien que, tu vois, un indicateur intéressant, c'est que il y avait d'un côté, quelques années, le comité stratégique de Renault et de l'autre, le comité RSE. Et il y a moins d'1 an, ces 2 comités ont fusionné. Tu vois, c'est quand même un marqueur assez fort. C'est récent. Ouais, pour dire, au fond, c'est pas l'un ou l'autre. C'est comment est-ce qu'on arrive à concilier, c'est tout l'enjeu. Et je sais même pas si c'est possible en vérité, mais une croissance et avec ce respect de l'environnement ou des générations futures. Et c'est un peu ça, c'est aussi pour toutes les entreprises de pouvoir challenger leur offre. Là, tu parles de la transformation bien sûr, du transport ou de la voiture, mais c'est le cas pour toutes les entreprises, tous les dirigeants, c'est de se dire à quel moment mon offre peut-elle devenir plus durable et non durable dans le temps. Mais justement, parce que comme il y a des évolutions fortes d'un point de vue environnemental, planétaire, sociaux, etc., il y a besoin de rendre l'offre durable dans le temps et acceptable pour l'environnement. Ce qui est durable, c'est ce qui fait que ton entreprise est durable, tu le sais, c'est que ce sont les gens qui font l'entreprise. Et qu'aujourd'hui, tu n'attires plus un seul talent si tu n'as pas un engagement sociétal ou environnemental fort. Enfin, tu les attires, mais tu attires un peu les deuxièmes couteaux, quoi. Enfin, je crois que les vrais bons, ils ont quand même envie. Je sais pas, après on en discutera si vous n'êtes pas d'accord, vous qui nous écoutez, mais il me semble que quand tu es vraiment, tu as la tête bien faite et que tu as envie de contribuer à ta mesure, à construire le monde dans lequel tu aspires à vivre, tu as quand même envie de bosser, si tu n'as pas envie de créer ton entreprise, pour une entreprise qui a cet engagement hyper fort. Donc, si toi, en tant que dirigeant de PME, tu n'as pas cet engagement-là, tu risques d'attirer des deuxièmes couteaux, ça c'est sûr. Et puis deuxièmement, comment tu vas attirer des clients ? Je veux dire, je fais l'arbitrage, je ne sais pas comment tu fais toi, mais
Quand je vais acheter, déjà, j'achète moins qu'avant, toutes sortes de choses. C'est bien, hein, ça, mais on est dans une... C'est pas de la décroissance, mais c'est juste une consommation plus raisonnée. Je regarde plus qu'avant. Tu regardes, toi, la composition des produits, la provenance, tu vois, l'engagement de l'entreprise. Donc, si une entreprise n'a pas cet engagement-là, et tu vois, je sais que tu connais ça bien mieux que moi, mais tu n'attires pas les talents, et sans talent, point de croissance, et tu as moins de clients. Donc, même si on n'a pas cette nécessité chevillée au corps, on ne dort pas avec Jean Covici, eh ben, je pense que, et c'est pas mal, hein, c'est très bien aussi, ben je pense qu'on est un peu le fossoyeur de son entreprise. Oui, donc c'est juste une évidence que de se poser ces questions-là, ou en tout cas de prendre le temps Bien sûr, faire cette de questionner en fait. et cette prise de hauteur pour se dire qu'est-ce que je veux. Quelle est ma raison d'être? Tu vois, ce sujet de la raison d'être, en fait. Oui, sans être obligé d'aller jusqu'à l'entreprise à mission et de non, changer. non, de changer mais ses statuts. bien sûr, mais c'est ça. C'est quand même important de dire comment j'intègre cette dimension-là, parce que c'est fédérateur. Et puis, on a une responsabilité quand on est dirigeant d'entreprise aussi. Tu vois, en tant que citoyen, je pense. Donc, comment je l'exerce et comment j'embarque avec moi, non seulement mes collaborateurs, mais aussi tout mon écosystème. Tu vois, par exemple, je pense à Renault. Pardon, hein, tu vas croire que j'ai vu la lumière, mais un peu quand même. Renault a lancé une université qui s'appelle Reno, avec le petit jeu de mots to know, savoir, université, qui a pour ambition de former 20 000 personnes à horizon 2025, donc sur l'upskilling, reskilling des métiers, parce qu'il y a une obsolescence avérée dans tous les métiers. Et donc, l'idée, il y a deux trucs qui sont géniaux. C'est d'un côté, je vais former mes collaborateurs à tout ce qui est cybersécurité, économie circulaire, enfin des sujets de demain. Mais là où c'est encore plus fort, c'est que c'est au-delà de l'entreprise. En fait, c'est une formation, une université qui est ouverte aux partenaires. Tu vois, donc aux fournisseurs. Donc ça fait... Je crois que c'est la plus grande université d'Europe. Toutes les parties prenantes. Oui, et ça, je trouve que ça relève de la responsabilité de l'entreprise. Donc, je suis assez fan de ce que le groupe est en train de faire depuis le virage qui a été pris. C'est puissant. Il y a du boulot encore, bien entendu, mais on partait de loin. C'est marrant parce que quand tu m'as dit le Renault, je pensais au avec toutes les notions qui sont spécifiques du réparer, recycler. Oui, bien sûr. Au-delà du to know avec l'esprit de transmission. Oui, il y a les deux en fait. Mais il y a les deux. Il y a l'autre qui peut être utilisé aussi. Donc ça, c'est drôle. Et est-ce que justement, toi, dans les investissements que tu as faits ou où tu apportes tes conseils, où tu es associé, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont spécifiques sur ces marchés-là? Mais en fait, c'est devenu ma thèse d'investissement. Donc là, depuis envie, ne m'envoyez plus de dossiers, s'il vous plaît. Non, mais j'en reçois beaucoup et j'adore. Mais là, j'ai vraiment, tu sais, quand tu es focus sur quelque chose, il faut pas s'éparpiller. Donc là, je suis sur envie. Mais néanmoins, j'ai investi dans une vingtaine de startups et depuis quelques années, j'avais une thèse d'investissement qui était plutôt sur 3 volets. La première, c'est j'essaie d'investir dans des projets portés par des équipes mixtes ou féminines. Non que le talent est un sexe, mais parce qu'il y a quand même un déséquilibre choquant à rétablir. Donc, je mets plutôt mes sous dans des boîtes de femmes ou des équipes mixtes, dans des métiers qui sont au début, comme j'ai longtemps travaillé dans le retail, je connaissais bien cette industrie, les acteurs, les enjeux, donc plutôt dans tout ce qui était retail tech. Et le troisième volet, c'était avec cette dimension d'impact. Et donc, mes 2 derniers investissements, qui sont donc chez 2 femmes que j'estime infiniment, 2 super nanas. Il y en a une, c'est Ada Tech School. C'est Chloé et Marie. C'est une école pour former des développeurs. Dieu sait s'il y a un besoin aujourd'hui. Tu vois, dans la quête des talents, la pénurie de talents, il y a besoin de ça. Et donc, Ada Tech School, elle forme des femmes et d'une façon très inclusive. Enfin, il n'y a pas besoin de formation particulière. Donc, au métier si recherché de développeurs. Et l'autre, c'est Maud Caillot de Green Got, la banque verte, qui est tellement, tellement innovante. Elle a moins de 30 ans. Maud, tu m'impressionnes. Voilà, donc oui, mais bien sûr, les investissements que j'ai faits sont évidemment drivés par cela. Si tu as envie de mettre ton argent quelque part aujourd'hui, c'est vraiment pour soutenir des projets qui sont habités par cet impératif. On sent, on le voit, vous la voyez pas, Catherine, parce que vous l'entendez. Et moi, je la vois, elle est habitée complètement.
C'est bien ça. C'était quand la dernière fois que tu t'es mis à la place de quelqu'un? Parce qu'un marketeur, c'est sa base. Ben, c'était il y a un quart d'heure quand tu es arrivée et je me suis dit, qu'est-ce que Diane, tu vois, en fait, forcément, tu vois, qu'est-ce qui est important pour elle, qu'est-ce qui va faire que notre échange va être fructueux pour elle, qu'elle va en tirer du plaisir et en même temps que ça va faire grandir son business d'une autre manière, tu vois. Donc, voilà, je le fais. Ce principe du marketing, tu le fais en permanence, tu le vis. Monsieur Jourdain, oui, je sais pas, en fait, je pense que c'est un... Ouais, c'est un réflexe. Enfin, encore une fois, enfin, il n'y a rien de meilleur en plus que de se mettre à la place de l'autre. Il n'y a rien de plus difficile aussi. Tu vois, mais c'est comme tout, ça se muscle. Si tu le fais souvent, tu vas avoir. C'est ce que tu fais aussi quand tu donnes des conférences dans les entreprises. Du coup, tu te mets à la place de l'auditoire. Mais c'est clair, tu te dis, mais les gens ont passé une journée horrible, ils se sont ennuyés à mourir au boulot, ils résolvent des problèmes incroyables, ils ont envie de passer un bon moment. Je vais essayer de leur dire ce que moi j'aimerais entendre si j'étais à leur place. Du coup, tu leur apportes ta pêche, ton sourire, ton énergie à revendre complètement. J'espère que c'est communicatif. J'en ai tellement. Ça l'est, en tout cas, pour ceux qui te suivent avec envie. C'est alors, tu es aussi administratrice de 100 000 entrepreneurs. Oui. Où j'interviens aussi auprès des Génial. Il faut y aller, mes amis. Pour leur transmettre ma passion de l'entrepreneuriat, pour leur dire que c'est possible de se mettre à son compte, de créer sa boîte. Que ce soit les jeunes hommes ou les jeunes femmes. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux jeunes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais justement pour une cause durable, une cause plus responsable? Alors, tu vois, c'est drôle que tu parles de ça parce que, en fait, il y a quelques semaines, j'ai fait une intervention dans une école du Kremlin-Bicêtre extraordinaire, l'institution Jeanne d'Arc, je crois que c'était. Et je me rends compte qu'il ne faut pas venir avec un propos descendant quand tu parles à ces jeunes-là. Moi, je viens avec beaucoup d'humilité et je les fais beaucoup parler en réalité. Ils ont tellement à nous apprendre, tu vois, à cet égard. Donc, il faut prendre sa pyramide des priorités et la retourner. Ils ont beau être en 4e et avec tout à apprendre, ils sont d'une acuité voilà, le niveau était très, très bon là où j'étais. Et des gamins qui posent des questions très pertinentes et qui ont ces sujets-là. Enfin, ça fait partie de leur ADN, plus ou moins, beaucoup plus que moi en 4e en réalité. Donc, tu vois, mais pas du tout. Mais ça n'existait pas. Mais de quoi parlait-on? Je veux dire, on était complètement endormis. C'est pas possible. Et en fait, quand j'y vais, tu vois, je raconte un peu mon histoire, mais je leur pose aussi beaucoup de questions. Et je pense que, tu vois, c'est l'inverse. C'est eux qui ont aussi à nous apprendre beaucoup. Donc, j'y vais avec plus de questions que de certitudes. C'est aussi ce que j'apprécie avec ces échanges-là. C'est aussi ce que j'apprécie dans les cours que je donne aux étudiants. C'est génial. On apprend toujours de toutes générations, d'ailleurs, des plus âgés, de nos aînés, mais aussi des plus jeunes. Est-ce qu'il y a une campagne de pub que tu as vue à la télé, à la radio, en affichage sur ton téléphone, sur les réseaux, qui t'ont inspiré récemment avec ce lien de marketing durable, de communication responsable, de faire attention à la planète? Ah, mais je vais pas te parler de Renault encore, parce que là, je vais prendre des tomates. On va faire une pub. Oui, non, mais sûrement, oui, parce que je les regarde plus que ça. Je sais pas, moi, quand est-ce qu'on regarde des pubs aujourd'hui? Je me demande, je ne regarde pas la télé. Mais qui regarde la télé encore, si? Je regarde peu de vidéos parce que j'ai vu que ça consommait terriblement. C'était, tu vois, dans l'optique d'arriver à 2 tonnes. Il faut se calmer avec les vidéos. Je vais jamais sur YouTube. Enfin, tu vois, donc c'était peut-être une campagne d'affichage. Je suis assez peu réceptive à la publicité, en fait. Tu vois, c'est drôle, hein. Je regarde, tu vois, tous les mécanismes d'influence. Qu'est-ce qui fait que je vais avoir envie de préférer cette marque plutôt que telle autre? En fait, c'est pas la pub. Donc, non, la pub... j'ai pas regardé. Pas trop de pubs inspirantes là-dessus. À part Renault, je te dis. N'importe quoi. C'est vrai. Et est-ce que tu as un éco-geste que tu aimerais nous partager, que tu partages peut-être avec ta fille ou avec d'autres jeunes de la future génération? Qu'est-ce que j'ai comme éco-gestes qui ont de l'impact? Parce que tu vois... Qui ont l'impact à ton
niveau. On n'est pas Alors, obligé celui qui de me coûte le tout, plus, c'est la viande rouge. Je suis tellement fan de viande, donc je me force, tu vois. à moins consommer. Voilà, donc c'est ça. Hein, c'est Déjà une contribution. peu de viande rouge, je crois que ça, c'est un gros truc. Je me force aussi à moins voyager en avion. J'utilise du savon solide. Non, mais c'est passionnant. C'est là qu'on a perdu tous les auditeurs. Non, mais je suis vraiment pas exemplaire. Mais je fais des efforts. Je crois que c'est important. J'aimerais avoir une douche avec un petit marque. Il ne tient qu'à moi de l'acheter, hein, le petit compteur d'eau, un minuteur. Tu vois, ne plus acheter de coton pour se démaquiller, mais prendre. Ça, j'en ai d'ailleurs aussi. Hein. Mais donc, j'essaye de cocher les cases là dans La Croix de ce week-end, le magazine La Croix, qui est extraordinaire, je trouve. Ça, c'est une lecture intelligente. Il y avait tout ce dossier sur comment réduire mon empreinte carbone, et je regarde un peu tout, et je pense que comme chacun, tu vois, mais je lutte. C'est fou, hein. On a des plis qui sont installés. Alors, en fait, c'est ça, c'est des réflexes à avoir. Et tant qu'on a tout de disponible ou d'accessible, forcément, on ne se rend pas compte qu'il y a des efforts à... Toi, c'est quoi ton éco-geste ? Alors, l'éco-geste, tu parlais des lingettes démaquillantes, ou en tout cas des cotons démaquillants. Terminé. Ça fait effectivement quelques temps que j'ai plus de faire attention à l'eau, à l'électricité, sur la partie numérique responsable, de faire en sorte que mon téléphone soit chargé entre 20 et 80%, de débrancher le chargeur après. C'est plein de petits gestes du quotidien comme ça qui font pas tout révolutionner, mais c'est pareil, comme tu dis, je suis loin d'être parfaite, on essaye d'avancer à notre niveau. Non, mais il faut surtout avoir en tête quel est les quick wins, où sont les quick wins en fait, parce qu'il y a beaucoup d'actes sur lesquels on peut tenter de changer nos habitudes, mais autant le faire sur ceux qui ont le plus d'impact, tu vois. Donc c'est effectivement l'avion, les déplacements, le transport, et l'alimentation. J'ai peu de transport. Moi, j'ai plus de voiture à Paris, tu vois, donc là j'ai résolu le sujet. Et pas de voiture. D'ailleurs, merci pour l'humanité, je dirais plutôt. Je suis une piètre conductrice. Donc voilà. Et donc, vraiment s'efforcer de le faire, c'est difficile, mais c'est nécessaire, bien sûr. Dernière question. Allez. Quel futur invité aimerais-tu que je convie à mon podcast Marqueur ? Ah bah, Chloé Hermary ou Maud Caillot. Eh ben, parfait, impeccable. On va parler de leur projet. Non, mais elles sont vraiment, pour le coup, c'est vraiment des filles qui t'embarquent. Elles ont l'énergie de leur jeunesse, tu vois, des convictions qui sont intactes, qui sont puissamment communicatives, et puis qui se traduisent par des actes, tu vois. Maud, il y a bientôt 15 000 personnes, tu vois, c'est la carte en bois, là, la petite carte Gringotts, et c'est absolument remarquable ce que fait Maud, donc Chloé aussi. Donc, l'une et l'autre. Bah oui, des projets inspirants pour les auditeurs, les futurs auditeurs. Un grand merci pour ce partage, Catherine, c'était top. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci Diane. Et à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast Marqueur. J'espère que les propos de mon invité vous ont inspiré. Si vous avez apprécié ces échanges, n'hésitez pas à vous abonner à Marqueur et à liker l'épisode. À très vite.